Il s'approcha d'un inconnu près du rayon des produits laitiers, prêt à faire valoir son autorité. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet homme suspect était un agent fédéral, à quelques secondes de conclure une enquête qui durait depuis un mois. L'air à l'intérieur du marché de Hansley avait cette lourdeur de fin d'après-midi, l'air chaud s'accrochant au carrelage froid, les gens s'efforçant d'entrer et de sortir avant le dîner. L'agent Trembellis ne faisait pas ses courses. Il était là parce qu'il voulait prendre une barre protéinée et peut-être un pack de 6 bières avant de rentrer chez lui. Rien d'officiel, aucun appel n'était arrivé. Il était cependant toujours en uniforme, et dans son esprit, cela signifiait être constamment en service. Alors qu'il passait devant la boulangerie, quelque chose attira son attention. Un homme se tenait près du rayon des produits laitiers, grand, la quarantaine naissante peut-être, de corpulence athlétique, portant un coupe-vent sombre à moitié zippé, téléphone à la main. Il ne poussait pas de chariot, ne prenait rien, il se contentait d'observer. Son regard suivait quelques clients, rien de dramatique, juste un coup d'œil ici et là. Puis il croisa brièvement le regard de Bellis un instant avant de se tourner de nouveau vers les yaourts. C'était tout ce dont Bellis avait besoin. Il orienta sa marche directement vers l'homme, abandonnant toute approche décontractée, la poitrine légèrement bombée, les pas juste assez bruyants. Il s'arrêta un peu trop près, juste à côté du beurre. « Vous êtes de la sécurité du magasin ?» demanda Bellis, son ton trahissant déjà la suspicion. L'homme leva lentement les yeux, calme, ni irrité ni suffisant, juste en train d'évaluer. « Non » répondit-il d'une voix égale. Bellis n'aimait pas ça. Trop bref, trop sûr de lui. Vous avez observé les gens un peu trop longtemps pour être simplement ici à faire vos courses. Comptez-vous payer quelque chose? L'homme haussa un sourcil, non pas par défi mais plutôt par confusion. Puis il glissa son téléphone dans sa poche arrière. Monsieur, je suis en plein milieu de quelque chose, dit-il d'une voix basse. Vous interférez. Interférez avec quoi? Répliqua Bellis. Vous n'êtes pas des forces de l'ordre, je ne vois pas d'insigne. Vous n'êtes pas du personnel du magasin, et je n'aime pas qu'on me mente. Bellis ne criait pas, mais sa voix avait cette acuité qui perce le brouhaha d'une épicerie. Quelques têtes se tournèrent. La femme empilant des pommes près de l'entrée ralentit ses mouvements. Un enfant dans la file de la charcuterie chuchota à sa mère. Un gérant derrière le comptoir du service client fit un pas en avant mais n'agit pas. L'homme garda ses mains visibles, calme, toujours trop calme, pensa Bellis. Mon nom est Deshaun Rucker, dit l'homme. Agent spécial du FBI. Mon insigne est dans ma poche arrière. Je ne suis pas là pour vous parler. Bellis ne sia pas. Il détestait qu'on lui dise qu'il avait tort, surtout de manière aussi directe. Laissez-moi voir l'insigne, dit-il, se tenant encore plus droit, la main se dirigeant vers sa propre ceinture. Rucker bougea lentement, sans geste brusque. Il sortit l'insigne, l'ouvrit. Bellis jeta à peine un coup d'œil à l'identification à l'intérieur avant de faire un geste de dédain. N'importe qui peut avoir un faux insigne, dit Bellis. Vous pensez être le premier à tenter ça? Rucker le fixa du regard. Toujours pas de colère, mais le silence devint plus lourd. Vous devez reculer, dit Rucker. Vous interférez avec une opération de surveillance fédérale. Vous êtes sur le point de faire capoter une affaire que nous montons depuis 6 mois. Bellis ricana. Alors vous auriez dû prévenir quelqu'un. Les forces de l'ordre local allaient bien voir un type rôder autour du rayon des yaourts, l'air suspect. Je ne vous dois aucune notification, répliqua Rucker. C'est une juridiction fédérale. Maintenant, reculez. Bellis le sentit, les yeux étaient rivés sur lui. Une femme de l'autre côté de l'allée tenait son téléphone légèrement incliné vers eux, enregistrant. Un autre client chuchotait à quelqu'un derrière le rayon des fruits et légumes. Les gens ne passaient plus, ils ralentissaient, regardaient, jugeaient. Et puis, comme une horloge, Bellis redoubla d'efforts. Si vous n'avez pas quelque chose avec une signature ou quelqu'un que je peux appeler, je vous arrête ici même. Rucker ne bougea pas. Il ne sia pas. Il ne toucha plus son insigne. Vous voulez vraiment prendre cette voie? Demanda-t-il. Bellis ne répondit pas. Il se contenta de rester là, mâchoire serrée, l'énergie bourdonnante. Mais juste au moment où les choses semblaient sur le point de basculer, quelqu'un d'autre entra dans l'allée, quelqu'un que Bellis n'avait pas vu venir. Elle était plus petite que Rucker, les yeux perçants, les cheveux tirés en un chignon serré. Vêtue d'un pull gris ardoise et des
Un jean foncé qui n'attirait pas l'attention, mais sa présence frappa comme un seau d'eau froide. L'agent Sienna Corbin ne dit pas un mot tout de suite. Elle se plaça simplement entre Bélis et Rucker avec l'aisance de quelqu'un habitué aux environnements à haut risque. Bélis cligna des yeux. Elle n'était pas là une seconde auparavant. Le ton de Corbin était calme mais chirurgical. « Officier, vous interférez avec une opération fédérale. Vous devez prendre du recul. » Bélis tint bon. « Et vous êtes ?» Elle ouvrit son porte-badge et le tint au niveau de sa poitrine. « Agent spécial Corbin. Je suis la partenaire de Rucker. Vous avez compromis la surveillance. » Il laissa échapper un petit rire qui ne sonnait pas naturel. Deux personnes se disant du FBI, aucune coordination avec la police locale, pas de suspect visible. Vous vous attendez à ce que je croie que vous faites tous les deux vos courses pour la justice? Les yeux de Corbin ne le quittèrent pas. Non, officier, nous nous attendons à ce que vous fassiez preuve de protocole de base et de professionnalisme. Bélis ignora la pique. Il désigna Rucker, il était juste là, à observer les gens. Pas de chariot, pas de liste. On aurait dit qu'il repérait les lieux. Vous profilez tous les hommes qui achètent des yaourts, répliqua Corbin du tac au tac. La remarque fit mouche. Un adolescent filmant depuis derrière une pile de soda renifla de rire. Bélis se tourna légèrement, remarquant le mur silencieux d'eux. Les téléphones maintenant levés dans sa direction. Les gens ne criaient pas, mais ils filmaient, et ça, c'était pire. Rucker resta immobile. Nous traquons quelqu'un qui utilise des prestations volées pour blanchir des fonds EBT d'un État à l'autre. Elle était censée rencontrer un contact ici, mais maintenant, elle est probablement partie depuis longtemps. Bélis plissa les yeux. Et vous n'avez pas pensé à prévenir les autorités locales? On ne télégraphie pas une surveillance en direct, répondit Corbin. Ça s'appelle la maîtrise, jusqu'à ce que vous arriviez avec votre grande gueule et votre insigne brandi. Celle-là le prit de court. Il regarda autour de lui, les yeux vifs, remarquant d'autres acheteurs figés en plein milieu de leur course, un père tenant un paquet de couches pour bébé, une caissière appuyée sur sa caisse. Ce n'était pas le chaos, c'était pire, une tension lourde, une vraie tension silencieuse. Je faisais mon travail, dit Bélis sur la défensive. Non, vous ne le faisiez pas, dit Rucker, parlant enfin. Vous agissiez selon votre propre jugement, pas un appel, pas un rapport, juste une intuition. Le coin de la lèvre de Bélis tressaillit. J'avais le droit de questionner. Personne ne dit que vous ne pouviez pas poser une question, coupa Corbin. C'est la façon dont vous l'avez fait. Vous êtes entré en cherchant un problème. Bélis le sentit maintenant, la chaleur lui montait au cou. Il n'était pas habitué à être corrigé en public, surtout pas par quelqu'un avec autant d'autorité dans la voix. Mais il y avait autre chose sous la surface, un éclair de reconnaissance que, peut-être, juste peut-être, il avait mal jugé toute cette affaire. Même si vous êtes du FBI, dit Bélis, cherchant quelque chose auquel se raccrocher, ce n'est toujours pas comme ça qu'on fait. Corbin prit une inspiration. Nous n'allons pas débattre de tactique avec quelqu'un qui a interrompu une filature fédérale sans raison. Derrière eux, un gérant de magasin, la cinquantaine, polo rouge, cheveux clairsemés, s'approcha prudemment. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, ses yeux passant des uniformes aux insignes. « Tout va bien » dit Rucker calmement. « Pas besoin que vous vous impliquiez davantage. » Bélis se tourna vers le gérant. « Ils disent qu'ils sont du FBI. Vous portez garant de ça ?» Le gérant leva légèrement les paumes. « Je ne sais pas qui est qui, mais je sais qu'elle est entrée avant vous. Je l'ai vue près de la pharmacie, en train de texter et de marcher comme si elle était chez elle. Il était là plus tôt, pas de problème, n'a rien acheté, mais n'a causé aucun problème. » Cela n'aida pas Bélis à se sentir mieux. Il se balança sur ses talons. « Alors, où est votre suspect ?» demanda-t-il, essayant de reprendre le contrôle. Corbin se tourna légèrement, balayant la foule du regard. « Parti, grâce à vous. » Bélis voulait en dire plus, voulait contester cela, mais le silence la devançait. Derrière eux, quelqu'un marmonna, il ne supportait juste pas de voir un frère confiant rester immobile. Bélis se retourna, essayant d'identifier la voix, mais personne ne la revendiqua. La foule avait changé, ce qui avait commencé par de subtils regards était maintenant un jugement silencieux, les téléphones pointés vers le bas, non pas parce que les gens avaient fini d'enregistrer, mais parce que l'histoire était déjà racontée. Il se tourna de nouveau vers Rucker et Corbin, là.
Mâchoire serrée. Je veux des noms complets. Je déposerai un rapport. Vous êtes libre de le faire, répondit Rucker, son expression toujours impénétrable. Nous ferons de même. Mais même alors que Bellis commençait à reculer, la réalité s'imposait déjà, leur suspect était parti, et il en était la raison. Bellis recula, mais pas loin, juste assez pour donner l'impression qu'il laissait de l'espace tout en restant à proximité. Son orgueil en avait pris un coup, et au lieu de le laisser se calmer, il s'accrochait à son autorité comme à une corde de sécurité. Sa main reposait sur son ceinturon, pas de manière menaçante, mais pas décontractée non plus. Il s'éclaircit la gorge. « Soyons réalistes un instant, dit-il. Vous deux, vous débarquez en civil, sans prévenir les forces de l'ordre local, et maintenant vous voulez faire comme si j'étais le problème? C'est une blague. » Corbin se tourna vers Rocker, mais ce fut Rocker qui répondit. « Vous vous êtes créé un problème à la seconde où vous avez supposé au lieu de demander, dit-il. Vous n'avez pas approché avec curiosité, vous êtes entré comme si vous étiez prêt pour une intervention musclée. » Bellis leva les yeux au ciel. « Oh, s'il vous plaît. Vous pensez que c'est une affaire personnelle? » Rocker ne s'y a pas, non, je pense que c'est la façon dont vous opérez. Vous avez vu un type dont l'allure ne vous plaisait pas et vous êtes intervenu. Pas de crime, pas de plainte, juste votre propre suspicion. Vous agissez comme si ça ne faisait pas partie du travail, rétorqua Bellis. Corbin croisa les bras. Pas quand c'est basé sur l'ego et les suppositions. Ce n'est pas faire la police, c'est de l'ingérence. Les acheteurs à proximité traînaient toujours, faisant semblant de faire des courses, mais clairement à l'écoute. Une jeune femme près des échantillons de fromage chuchotait à un homme en jogging, et aucun d'eux ne bougeait d'un pouce vers la sortie. La tension avait changé, c'était maintenant de l'embarras, spécifiquement celui de Bellis, qui flottait dans l'air. Essayant de retrouver son aplomb, Bellis sortit son bloc-notes. « Votre nom, encore, dit-il, regardant Rocker. Agent spécial d'Echaune Rocker, du bureau de Charlotte. Vous voulez aussi le nom de mon superviseur? » Bellis griffonna. « Et vous, demanda-t-il à Corbin, sans lever les yeux. Agent spécial Sienna Corbin, même bureau. Vous voudrez peut-être les placer correctement quand vous écrirez votre rapport. » Bellis marmonna quelque chose entre ses dents en écrivant, puis leva finalement les yeux. « J'ai déjà vu des fédéraux travailler. Vous ne vous intégrez pas, vous ne coordonnez pas, et maintenant vous me dites que j'ai saboté votre grande opération? Alors quoi maintenant, vous allez pleurer au bureau? » Rocker ne s'y a pas, ce qui se passe ensuite dépend de votre département, de votre conduite, de votre dossier. Mais croyez-moi, ça ne va pas disparaître. Bellis se redressa. Vous me menacez maintenant? Non, Cor. Bin dit vivement, mais vous avez fait des choix devant une salle pleine de témoins. Les téléphones ne mentent pas, même si certains d'entre eux effacent les images, quelqu'un ne le fera pas, le visage de Bellis tressaillit. J'essayais de prévenir un crime. Et en faisant cela, répliqua Rucker, vous en avez aidé un à s'échapper. Corbin s'avança, baissant la voix. Nous suivions Trina Delmore à travers 3 États. Elle se faisait passer pour un faux fournisseur de produits frais afin de blanchir des fonds EBT. Des centaines de milliers de dollars de prestations frauduleuses transformées en argent propre. Elle était insaisissable. Aujourd'hui, nous la tenions. Nous étions à 5 minutes du contact. Bellis ouvrit la bouche pour parler puis s'arrêta. Sa main retomba de sa ceinture, ses yeux se tournèrent vers l'entrée. Le gérant du magasin, au polo rouge, avait reculé. Un agent de sécurité s'appuyait contre un pilier, observant tout se dérouler, mais manifestement peu disposé à intervenir. Nous avons gardé le silence parce que c'est ainsi que ces affaires fonctionnent, dit Rucker. Quand vous arrivez bruyamment, que vous aggravez la situation et que vous faites des suppositions, vous ne vous contentez pas de vous ridiculiser. Vous nuisez à de vraies enquêtes, aux moyens de subsistance des gens, aux ressources fédérales. Bellis essaya de trouver quelque chose, un angle qui changerait le ton. Vous auriez pu simplement montrer votre insigne quand j'ai demandé. Je l'ai fait, répliqua Rucker. Vous avez hésité. J'ai agi lentement par sécurité. Vous êtes un flic, vous savez pourquoi. Bellis ne répondit pas. Le silence s'étira de nouveau. Corbin recula à côté de Rucker. Vous allez devoir rédiger un rapport là-dessus. Nous le ferons aussi, dit Corbin,
mais je vous suggère de ne pas inclure la partie où vous avez tenté de détenir un agent fédéral en pleine surveillance, basé sur votre intuition, depuis le fond du magasin. Du fond du magasin, un jeune homme tenant une boîte de céréales marmonna, le gars s'est fait recadrer juste devant les fromages. Quelqu'un d'autre rit doucement, mais assez fort pour briser le silence. Les oreilles de Bélis lui brûlaient, sa posture s'affaissa un peu, bien qu'il ait essayé de le masquer. « J'en ai fini ici », dit-il d'un ton raide, refermant son carnet et tournant les talons. Mais tandis qu'il se dirigeait vers les portes automatiques, les mots suivants de Rucker le suivirent, et ils n'étaient pas pour Bélis. Ils étaient pour l'affaire qui venait de leur échapper. Rucker expira par le nez, lentement et régulièrement, mais sa mâchoire se serra. Corbin regarda Bélis marcher vers la sortie, les épaules raides, les mains tressaillant comme s'il essayait encore de sauver la face, mais le mal était fait. Il a de la chance qu'on ait baissé le ton, marmonna Rucker. Ça aurait pu virer à l'incident grave si on n'avait pas gardé notre calme. Corbin balaya le magasin du regard de nouveau. La plupart des gens avaient repris leurs achats, mais l'atmosphère était différente à présent. Ce bourdonnement discret du commerce avait cédé la place à quelque chose de plus calme, de plus prudent. Personne ne croisait le regard. Tous savaient que quelque chose avait mal tourné, même s'ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Corbin tapota son oreillette, sa voix basse, « Contrôle, ici Delta 6. La surveillance a été compromise. Le sujet a probablement quitté les lieux pendant l'interférence locale. » Une brève pause. Copie, Delta 6. Confirmation de la sortie par l'entrée nord il y a 10 minutes. Perte visuelle au parking. Corbin jura à voix basse. Rucker croisa les bras. Trina est maligne, elle savait que nous la surveillions, juste pas d'où. Mais une fois qu'elle a vu l'uniforme entrer en force, elle se serait enfuie. Ils restèrent immobiles un instant, laissant le poids de la situation s'installer. Des mois de préparation, de paperasse, de mise en place de l'opération, de contact dans 3 villes. Trina Delmore avait finalement accepté un rendez-vous en personne. Tout était en place jusqu'à ce qu'une erreur de débutant, commise par quelqu'un qui ne faisait même pas partie de l'opération, ne démantèle tout en 30 secondes. Rucker se tourna vers Corbin. « Je veux un appel avec Shields aujourd'hui. Je ne laisserai pas ça passer inaperçu. » « Elle s'y attend, » répondit Corbin. « J'ai déjà laissé un message vocal, je lui ai dit que nous ferions un rapport sur la rupture de la scène et la chronologie des événements. » Rucker hocha la tête, la mâchoire serrée. « Les caméras du magasin l'ont-elles filmé ? » « Je suis sûr que oui. Ça ne sert pas à grand-chose si elle est déjà hors du parking avec des plaques d'immatriculation temporaire. » Les mains de Rucker se serrèrent en poing, puis se détendirent de nouveau. De l'autre côté du magasin, une jeune femme avec un badge accroché à son tour de cou s'approcha. Elle n'était pas de la police, mais de la sécurité du magasin. « Excusez-moi, agent. » Corbin se retourna. « Oui. Je suis Dana, assistante responsable de la sécurité. J'ai visionné les images de tout à l'heure. Elle, votre suspecte était à la caisse 9, elle a payé en espèces, est partie avec un sac vert, peut-être des produits frais. Elle s'est baissée quand l'agent est entré dans le champ de vision. » Rucker s'approcha. « Vous avez les images ? » « J'en ai déjà fait une copie, » dit Dana en brandissant une petite clé USB. Sa main tremblait légèrement. « Merci, » dit Corbin en la prenant. « Envoyez notre contact du bureau de Charlotte à votre responsable. Nous ferons le suivi. » Dana hocha la tête rapidement et recula en s'éloignant. Corbin lança un regard à Rucker. Elle est futée. Elle a fait attention. Rien que ça la place au-dessus de Bélis. Rucker fit quelques pas, se frottant l'arête du nez. « Ça va ? » demanda Corbin. « Non, dit-il, mais ça ira. » Elle n'insista pas. « Je surveillais la ligne de caisse tout le temps, » dit Rucker. J'avais les yeux sur Trina. Elle n'était pas nerveuse, elle ne me repérait pas avant qu'il ne vienne vers vous comme s'il était chez lui. Rucker secoua lentement la tête. On passe tout ce temps à essayer d'agir discrètement, de se fondre dans le décor, de faire les choses selon les règles, et puis un type avec un signe et un complexe de supériorité déboule comme si c'était un simple contrôle routier. « Tu n'as pas craqué » lui rappela Corbin. « Tu n'as pas aggravé la situation. J'en avais envie. Je sais, mais tu ne l'as pas fait. C'est ce qui compte. » Rucker expira. Elle était juste là.
Corbin ne répondit pas, elle n'en avait pas besoin. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait quelque chose s'écrouler à la dernière seconde, mais celle-ci faisait plus mal. Il ne s'agissait pas de mauvaise information ou d'un tuyau que y avait tourné court, c'était l'erreur de quelqu'un d'autre qui interférait avec leur travail acharné. Rucker finit par dire, il faut se regrouper. Corbin acquiesça. Allons à la voiture, faisons le débriefing tant que c'est frais. Nous joindrons Shields de là. Ils commencèrent à marcher lentement vers la sortie, passant devant le rayon frais où tout avait commencé. Les yeux de Rucker se posèrent sur le rayon du beurre, l'endroit où Bellis l'avait abordé pour la première fois. Je pouvais le voir sur son visage, murmura-t-il. Il n'est pas venu demander quoi que ce soit, il est venu confirmer ce qu'il croyait déjà. Corbin ne répondit pas non plus. Que pouvait-elle dire? C'était vrai. Mais tandis qu'il poussait les portes coulissantes et sortait dans la lumière déclinante du jour, la culpabilité d'une erreur de jugement n'était pas la seule chose qui pesait entre eux. Il y avait la question qu'aucun d'eux ne voulait prononcer à voix haute, cela se reproduirait-il la prochaine fois qu'ils essaieraient de faire leur travail discrètement? Ils restèrent un instant en silence à l'intérieur du SUV bleu marine banalisé, garé à 2 rangées de l'entrée du magasin. Les vitres étaient teintées, le tableau de bord silencieux. C'était le genre de silence qui n'avait pas besoin d'être rompu, pas encore. Rucker regardait la devanture du magasin, les bras posés sur ses cuisses, tandis que Corbin tapait rapidement sur sa tablette, enregistrant l'incident. Il rompit finalement le silence. Nous avons commencé à la suivre à Birmingham, tu te souviens? Cette station-service près de la 3e avenue Nord. Elle avait 2 enfants sur la banquette arrière, on aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis une semaine. Corbin hocha la tête. Et elle a quand même repéré la caméra dans le cache de la pompe, a tapé sur l'épaule du gamin et lui a dit de se baisser. Ce n'est pas une amatrice. Elle n'est pas imprudente non plus. Elle ne refait surface que lorsqu'elle a un nouveau client ou une nouvelle méthode pour blanchir l'argent. Corbin arrêta de taper. C'était sa 3e apparition en autant de semaines. Alabama, puis Tallahassee, et maintenant ici. Elle se déplaçait plus vite, c'est ce qui m'inquiétait, dit Rucker. Elle devenait plus audacieuse, rencontrant les gens en face à face. Ce n'est pas son comportement habituel. Peut-être était-elle désespérée, ou peut-être pensait-elle que nous la perdions. Corbin tourna la tablette pour qu'il puisse voir l'image de surveillance figée du flux de la caméra du magasin. Elle montrait Trina debout devant la caisse 9, portant un sweat à capuche rouille et un legging noir, la tête baissée, son pied gauche à moitié tourné comme si elle anticipait déjà un mouvement. « Tu vois ça » dit Corbin en pointant. Elle l'a repéré dès qu'il est entré dans le magasin. Elle ne nous a même pas jeté un coup d'œil, elle a juste vu un uniforme, a compris que quelque chose n'allait pas et a agi. Rucker hocha la tête. Elle a déjà été dans le système. Cette réaction a été entraînée. Un court silence retomba et Corbin retourna à ses notes. Elle n'était jamais censée dépasser le parking, dit Rucker. Nous avions des caméras de circulation préparées, des lecteurs de plaques le long des 3 sorties. Nous avions une identification claire du téléphone jetable qu'elle a utilisé pour confirmer la rencontre. Corbin fronça les sourcils. Et nous avons été perturbés par un agent de patrouille en snack run. Ils laissèrent cette piqûre planer dans l'air. Il ne s'agissait pas seulement de Trina, il s'agissait des heures, des nuits passées à scanner des images, du risque qu'il prenait en faisant du travail de terrain dans des vêtements empruntés et des voitures de location, de la pression de Washington pour livrer quelque chose de substantiel avant l'examen fiscal. Tout cela anéanti en quelques secondes par quelqu'un agissant par instinct au lieu d'information. « Tu sais le pire » demanda Rucker, la voix basse. Il ne se souviendra même pas de son visage. Il est entré si concentré sur moi qu'elle est devenue un fantôme dans l'allée. Corbin ne répondit pas, mais son visage en disait assez. Le tableau de bord sonna. Rucker appuya sur le bouton. « Agent Rucker, allez-y » une voix grésillante se fit entendre. Agent Shields en ligne. Conférence quand vous êtes prêt. Il regarda Corbin. Elle hocha la tête une fois. Mettez-la en communication. Une seconde plus tard, la voix de l'agent spécial Myriam Shields remplit l'habitacle, claire, ferme, professionnelle. Deshawn, Sienna, je viens de recevoir le rapport préliminaire. On dirait que nous l'avons perdu. Confirmé, dit Corbin. Interférence des forces de l'ordre local. Un agent en uniforme a interpellé Deshawn pendant la surveillance en direct, a rompu la couverture. Le suspect a quitté le magasin en pleine distraction.
Shields ne demanda pas de précision, elle savait comment les CH. Ose se passait. L'un de vous a-t-il été blessé? Non, dit Rucker, mais l'agent était conflictuel, a essayé de me retenir après que j'ai présenté mon insigne. Sienna a dû intervenir. Une pause. Non, Trembellis, répondit Corbin. Numéro d'insigne enregistré. Nous avons des images internes, la sécurité du magasin a aussi récupéré du matériel utile. Une autre pause, puis la voix de Shields prit ce ton égal que Rucker reconnaissait. Je parlerai avec le bureau du shérif du comté de Fayette ce soir. Ils vont vouloir un rapport. Soyez factuel, soyez direct, sans émotion. Déjà dessus, dit Corbin. Shields ajouta, nous allons réaffecter la surveillance au bureau de Tallahassee au cas où Trina ferait demi-tour. Vous deux, retournez à la base. Pas de filature, pas d'arrêt. Reçu, dit Rucker. Shields n'offrit ni encouragement ni réconfort. Elle n'en avait pas besoin, elle savait ce que cela signifiait pour eux. La ligne se coupa. Corbin ferma la tablette et se pencha en arrière dans son siège. Bon, c'est fait. Mais Rucker n'avait pas terminé, pas mentalement. Il était toujours dans ce magasin, debout près du rayon du beurre, essayant de s'expliquer à quelqu'un qui ne voulait pas écouter. Elle n'a pas fini, dit-il doucement. Trina. Elle va refaire surface, peut-être plus tôt qu'il ne le pense. Je sais, mais même alors qu'ils étaient assis dans le calme du SUV, la vérité pesait plus lourd que tout ce que Shields avait dit, parce que les dégâts ne concernaient pas seulement une cible manquée, il s'agissait de savoir que ce n'était pas un accident et que cela pourrait se reproduire demain. Trina Delmore ne s'enfuyait pas, c'est ce qui la rendait si difficile à pister. Elle se déplaçait comme une acheteuse ordinaire, même quand le plan changeait. Elle payait en espèces, utilisait des sacs d'autres magasins pour se fondre dans la masse et gardait la tête basse, mais pas assez pour paraître suspecte, juste assez pour éviter d'être reconnue. Ce n'était pas une fuite désordonnée, c'était une stratégie. Elle s'était garée à 3 allées de l'entrée principale, plus près d'un salon de manucure que du supermarché lui-même. Ce matin-là, elle avait échangé ses plaques d'immatriculation dans une station de lavage automatique à Limberton, à un peu plus d'1 heure au sud. Elle n'avait pas besoin de vitesse, elle avait besoin de silence. Au moment où l'agent Rucker était interrogé dans le rayon des produits laitiers, Trina était déjà à mi-chemin de sa voiture. Elle n'a pas ralenti le pas en voyant le véhicule de patrouille sur le parking. Elle n'a pas regardé en arrière lorsque la sonnerie du magasin a retenti derrière elle. Elle s'est glissée sur le siège du conducteur, a jeté un œil dans le rétroviseur et est partie comme si elle avait oublié le lait à la maison. De retour à l'intérieur du magasin, Rucker l'avait senti au fond de lui, au moment où l'officier l'avait bloqué, qu'il savait que cela allait leur coûter cher. La chronologie correspond, dit Corbin, les yeux de nouveau rivés sur sa tablette. Bay est entrée à 5h12. Trina a payé à 5h14. Elle était dehors à 5h16. Disparue avant même que vous n'ayez pu atteindre votre carte d'identité. Rucker détourna le regard, agacé, non pas contre elle, mais contre lui-même. J'ai hésité, marmonna-t-il, pas avec lui, mais avec elle. J'aurais dû la repérer plus tôt. Vous l'aviez, nous l'avions tous les deux. Vous n'avez pas scié. J'ai trop fait confiance à la chronologie. Corbin tapota l'écran. Elle a dévié, mais pas de beaucoup. Elle a quand même abrégé son passage. Elle a probablement réalisé que quelque chose n'allait pas dès l'instant où Bellis est entrée. La voix de Rucker baissa. Elle a vu l'uniforme. Peu importait que ce ne soit pas dirigé contre elle. Elle a senti le danger et est partie. Il se déplaça sur son siège. Le parking du magasin était calme maintenant. Une femme passait, poussant une poussette, un homme chargeait des provisions dans le coffre d'une Camry argentée. Des choses de tous les jours. Mais quelques heures auparavant, la scène avait été tout autre, une opération en équilibre sur le fil du rasoir. « Laissez-moi vous demander quelque chose, » dit Rucker soudainement. Corbin leva les yeux. « Vous pensez que si j'avais l'air de quelqu'un d'autre, il m'aurait quand même arrêté ?» Elle ne répondit pas tout de suite. « Je pense, » dit-elle prudemment, « qu'il n'a pas vu ce qu'il aurait dû voir. Il a vu un homme immobile, pas un insigne, pas une mission. Juste quelqu'un qui, selon lui, n'avait pas sa place là. » Rucker hocha lentement la tête. « Vous avez géré ça ?» ajouta-t-elle. « Je suis fatigué de gérer ça, » dit-il, et les mots pesaient lourdement entre eux. Corbin n'essaya pas de résoudre cela.
Au lieu de cela, elle tourna la page suivante de son rapport et commença à enregistrer les données du véhicule de Trina, marque, modèle, variation de plaque, dernière localisation. Est-ce connu? La routine du travail continuait, même quand le moral ne suivait pas. Son téléphone jetable a été repéré par une antenne à l'ouest de Florence il y a 1 heure, dit-elle. En direction du sud, elle pourrait se diriger vers Charleston ou bluffer, répondit Rucker. Elle pourrait changer de voiture à nouveau. Ils savaient tous les deux que cela n'avait pas d'importance à cet instant. Ils n'étaient pas en poursuite, ils n'étaient pas à portée. Le filet qu'ils avaient tendu avait été déchiré, et Trina, malgré toute sa discrétion et son habileté, n'avait eu besoin que d'une chose pour s'échapper, une distraction. Dehors, un véhicule de police patrouillait lentement sur le parking. Un département différent, rien d'urgent, juste une présence. Rucker le suivit du regard jusqu'à ce qu'il passe. « Je pense à porter plainte, dit-il soudainement. « Vous devriez, dit Corbin, non par rancune, mais par nécessité. Je ne suis même pas en colère contre l'insigne, ajouta-t-il, je suis en colère contre la façon dont il l'a utilisé. Comme un marteau cherchant un clou, dit Corbin sans lever les yeux. Rucker eut un rire sec. Exactement. Elle posa finalement la tablette. Nous nous en remettrons, dit-elle. Elle fera une erreur à nouveau, ils en font toujours. Il hocha la tête, mais il n'était pas convaincu. Ce n'est pas une question de récupération, c'est une question de ce que nous normalisons. Si des types comme Bay peuvent foncer, tout gâcher et s'en aller sans comprendre les dégâts qu'ils causent. Il s'interrompit. Corbin attendit, puis termina pour lui, alors cela continue de se produire. Mais avant qu'aucun d'eux ne puisse dire un mot de plus, le téléphone de Rucker vibra avec une nouvelle alerte. Le téléphone jetable de Trina venait de se signaler à nouveau, cette fois depuis une station-service routière à 90 miles de là, et il ne se dirigeait plus vers le sud. Le soleil avait maintenant baissé, projetant de longues ombres sur le parking. Rucker se tenait à l'extérieur du SUV, adossé à la porte passager, les bras croisés, la tension toujours palpable dans ses épaules. Corbin arpentait le sol à quelques pas de là, sur son deuxième appel au bureau de Charleston, coordonnant un éventuel passage de témoins. Il se réajustait, pivotait, mais l'amertume de la journée ne s'était pas estompée. Il le repéra avant d'entendre la voix, l'officier Trembellis, qui revenait vers eux depuis le côté du bâtiment, seul, sans renfort, sans fanfaronnade cette fois. Son pas était plus lent et ses yeux balayaient le sol à chaque pas. Rucker se tenait droit, n'avançant pas, mais ne reculant pas non plus. Corbin le remarqua aussi et termina rapidement l'appel. Bellis s'arrêta à quelques pas d'eux. « Écoutez, dit-il, la voix plus basse qu'avant, je ne suis pas ici pour discuter. » Corbin croisa les bras. « Alors ne le faites pas. » Bellis déplaça son poids maladroitement. « Je ne savais pas. Je n'avais pas l'intention d'interférer. »« Tu n'as pas demandé, » répondit Rucker d'un ton calme. « Tu as supposé. » Bellis se frotta la nuque. « Je suis dans la police depuis 7 ans. J'ai vu des choses. J'ai fait des interpellations qui se sont avérées justes, même quand elles ne semblaient pas l'être au début. » Corbin répliqua sèchement, « Et combien de ces appels, pas clairs, ont commencé avec quelqu'un qui lui ressemblait ?» Bellis tressaillit mais ne le nia pas. Rucker intervint, « Tu as vu quelqu'un immobile, qui ne causait pas de problème, qui ne violait aucune loi, et ta première réaction a été la confrontation, pas la conversation. » Bellis baissa les yeux. « Ça ne me semblait pas normal qu'il se contente de regarder les gens. » « J'étais en train de travailler, » dit Rucker. « À ce moment-là, j'étais concentré. Mon travail est d'observer. »« Tu n'avais pas l'air d'un agent des forces de l'ordre, » marmonna Bellis. « C'est bien là le problème, » coupa Corbin. « On n'est pas censé en avoir l'air. C'est de la surveillance, se fondre dans la masse fait partie du travail. » Bellis expira. « Je n'ai pas réfléchi. J'ai réagi. » Rucker fit un pas de plus. Et cette réaction, elle nous a coûté une suspecte que nous traquions depuis plus de 6 mois. Elle ne fait pas que voler des allocations gouvernementales, elle fait partie d'une opération plus vaste qui s'attaque aux communautés vulnérables, aux familles qui essaient de joindre les deux bouts, tandis qu'elle blanchit des EBT volés en espèces. Et elle s'est échappée parce que tu n'as pas pu t'empêcher de jouer les héros. Bellis grimaça. Tu penses que j'essayais d'être un héros? Non, dit Rucker. Je pense que tu essayais d'avoir raison. Cela le toucha plus profondément que Bellis ne l'avait imaginé. Il détourna le regard,
les mains sur les hanches, la poitrine se soulevant et s'abaissant. Corbin adoucit légèrement son ton. Tu ne savais pas, on comprend ça. Mais la différence, c'est que tu n'étais pas ouvert à savoir. Tu n'as pas laissé de place à ça. Bélis hocha lentement la tête. Tu as raison. Ils laissèrent le silence s'installer un instant. Je dois signaler l'incident, ajouta Bélis. Mon supérieur m'a appelé, il veut un compte rendu écrit complet. J'inclurai tout, nom complet, chronologie, ma part dans tout ça aussi. Corbin leva un sourcil. Tu comptes omettre quelque chose? Non. Je vais dire la vérité. J'ai fait une bêtise. Rucker le regarda attentivement, puis demanda, tu sais ce qui m'a vraiment le plus dérangé? Bélis secoua la tête. Tu n'as pas demandé pourquoi j'étais là. Tu n'as pas demandé ce que je faisais. Tu as jugé d'après mon apparence. Tu m'as vu et tu as pris le contrôle. Je n'ai pas vu un agent, dit Bélis honnêtement. Non, dit Rucker. Tu as vu une menace, et je n'en étais pas une. Cela frappa plus fort que Bélis ne s'y attendait. Il hocha de nouveau la tête, cette fois plus lentement. J'ai du travail à faire, dit-il. Avec moi-même, je veux dire. Tu as un badge, répondit Corbin. Ce que tu en feras après ça, c'est ce qui compte plus que ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Bélis leva les yeux. J'entends ça. Il se tourna pour partir, mais s'arrêta. Pour ce que ça vaut, merci de n'avoir pas aggravé la situation, ni l'un ni l'autre. Vous avez gardé votre calme. Je ne méritais pas ça. Non, admit Rucker. Mais nous l'avons fait quand même. Bélis ne répondit pas. Il s'éloigna, cette fois sans regarder autour de lui pour voir qui le regardait. Mais tandis que Rucker se retournait vers la voiture, l'alerte de tout à l'heure retentit à nouveau. Le téléphone jetable de Trina avait émis un second signal, non loin de l'endroit où il se trouvait, et soudain, la journée n'était pas encore terminée. L'alerte clignota sur l'écran de Rucker, urgente mais discrète, comme une tape sur l'épaule plutôt qu'un hurlement dans l'oreille. Second ping, marmonna-t-il. Aire de repos pour camion, sortie 74, à 22 minutes d'ici. Corbin activait déjà le GPS. Ça pourrait être elle, ça pourrait être l'acheteur, ça pourrait être un piège. On ne reste pas là, dit Rucker en se glissant sur le siège conducteur. On y va. Ils ne parlèrent pas beaucoup tandis que le SUV quittait le parking. Rucker conduisait avec précision, mais sans excès de vitesse. Il respectait les règles, concentré. Corbin préparait son équipement depuis le siège passager, appareil photo, stylo, micro externe, badge de secours, dossier. Le silence entre eux n'était pas gênant, il était calculé, toute leur attention y était, sans ego. Alors qu'il s'engageait sur la bretelle d'accès, le téléphone de Corbin vibra. Numéro inconnu. Elle répondit d'un sec, Corbin. La voix à l'autre bout appartenait au capitaine Terence Rullement, le supérieur de Bélis posé, plus âgé, avec le ton de quelqu'un qui en a assez vu pour parler sans détour. Je viens de parler à l'officier Bélis, dit-il. Je crois comprendre qu'il y a eu un incident. C'est un euphémisme, dit Corbin. Accepteriez-vous de me donner votre version avant que je ne la lise dans le rapport? Corbin résuma l'incident, gardant une voix professionnelle. Rucker gardait les yeux sur la route, écoutant sans réagir. Quand Corbin arriva à la partie où la suspecte s'était échappée pendant la confrontation, elle marqua une pause. Nous avions une affaire de 6 mois en préparation, capitaine, dit-elle, et une intervention mal timée a fait échouer toute notre enquête. Le capitaine Rullement ne discuta pas. Bélis remplit un rapport complet ce soir, dit-il, et j'ai déjà ouvert un dossier interne. Ça ne veut pas dire qu'il va être jeté au lion, mais ça veut dire que nous ne ferons pas comme si ça n'était pas arrivé. Rucker parla enfin. Nous ne cherchons pas à ce que quelqu'un perde son travail. Nous demandons des comptes. Rullement resta silencieux un instant. Vous deux, vous avez des preuves écrites concernant cette suspecte? Elle est sous surveillance pour blanchiment d'allocations inter-État depuis 2019, dit Corbin. Elle opère sous 5 pseudonymes, agit discrètement. Nous l'avons suivie de Birmingham à la Floride. Aujourd'hui, c'était la première fois qu'elle prenait contact à un endroit fixe. Ça rend la situation encore pire, admit Rullement. Bien. Laissez-moi faire ma part. Corbin mit fin à l'appel, pas besoin d'adieu.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il assume, dit Rucker. Bye. Ce n'est pas son capitaine, peut-être que c'est ça le changement, répondit Corbin. Certains d'entre eux commencent à comprendre qu'il ne s'agit pas de blâmer, mais de responsabilité. Rucker serra plus fort le volant, fatigué de nous voir devoir rester calme pendant que quelqu'un d'autre franchissait toutes les limites. Corbin se pencha légèrement en arrière. Tu penses que Bélise va apprendre de ça? Je ne sais pas, dit Rucker, ça dépend de ce qu'il se raconte quand personne n'écoute. Alors qu'ils approchaient de la sortie pour l'aire de repos des camions, Corbin afficha la superposition satellite. L'endroit était calme, une poignée de semi-remorques garées, un petit restaurant attenant à la station-service. Le signal provenait d'un téléphone prépayé, probablement le même téléphone jetable que Trina avait utilisé plus tôt. On y va discrètement ou on montre le badge, demanda Corbin. Discrètement, dit Rucker. On a perdu une fois aujourd'hui parce que quelqu'un a fait du bruit. Ils se garèrent sur le côté, près d'une rangée de distributeurs automatiques. Corbin ajusta sa veste et plaça le micro dans son col. Rucker fixa la petite caméra broche sur sa chemise et rabattit sa casquette de baseball bas sur ses yeux. Alors qu'il sortait du véhicule, une brise apporta l'odeur du diesel et de la friture. Le bourdonnement d'un générateur derrière le bâtiment résonnait faiblement. Un homme au teint allé de routier fumait près de la porte arrière mais ne leva pas les yeux. On vérifie d'abord, demanda Corbin. Rucker hocha la tête. On voit qui est à l'intérieur. Si elle est là, on ne l'intercepte pas. On confirme l'identité, puis on ressort. Ils entrèrent dans la partie restaurant de l'aire de repos, clignant légèrement des yeux en raison du changement de lumière. Sol en carrelage jaune, banquette en vinyle marron, quelques clients fatigués sirotant un café ou picorant des sandwichs à moitié mangés. La femme derrière le comptoir leva les yeux avec un vague intérêt, puis retourna à sa pile de reçus. Corbin balaya les banquettes du regard. Aucune trace de Trina. Puis le téléphone de Rucker vibra à nouveau. Même téléphone jetable, nouveau signal. Elle n'est pas ici, dit-il. Elle a été localisée de nouveau à 5 miles à l'est, un petit motel. Corbin haussa les sourcils. Elle est en mouvement. Elle nous teste, marmonna Rucker, elle laisse des miettes de pain numérique ou elle nous tend un piège. Mais aucun des deux n'hésita, car même si c'était un piège, il ne pouvait pas se permettre de la laisser disparaître une seconde fois. 5 miles semblait plus long qu'il n'aurait dû. La route vers le motel East Crest serpentait le long d'une portion semi-développée de la route 217, flanquée de zones de construction inachevées et de panneaux publicitaires rouillés au bord de la route. Corbin regardait par la fenêtre, son esprit parcourant les scénarios possibles, voiture de soutien, téléphone jetable, remise d'argent. Trina était trop intelligente pour se déplacer sans raison, si elle laissait encore des traces numériques, elle avait un plan. Les mains de Rucker serrèrent plus fort le volant alors qu'ils approchaient du bâtiment bas et rectangulaire. L'enseigne du motel clignotait, à moitié éclairée dans la lumière du début de soirée, il manquait le T&A Motel. 5 portes étaient visibles depuis le parking avant, un camion, 2 berlines. Rien qui criait à une intervention à haut risque, mais rien de clair non plus. On fait le tour, demanda Corbin. On relève les plaques d'abord, répondit Rucker, tapant déjà des photos sur son téléphone. Ensuite, on vérifie la réception, si quelqu'un y travaille. Ils se garèrent de l'autre côté de la rue, en oblique entre deux emplacements de distributeurs automatiques vides. Corbin prit une lente inspiration, puis se tourna vers lui. « Tu le sens ?» Il hocha la tête. « Elle est proche. »« Je le sais. » Ils sortirent sans ajouter un mot. Rucker balaya le parking du regard tandis que Corbin s'approchait de la fenêtre du bureau d'accueil. À travers la vitre, un jeune homme était assis, regardant une émission de télé-réalité sur un écran portable. Pas de moniteur de sécurité, pas de presse-papier en vue. Corbin frappa à la vitre. Il leva lentement les yeux, puis poussa la porte. « Besoin d'une chambre ?» demanda-t-il, à peine intéressé. « Non » dit-elle en montrant son badge. « J'ai besoin de la liste des clients. »« Chambre 3, qui y est ?» Le réceptionniste cligna des yeux. « Je ne, attendez. » Il fouilla sous le bureau, sortit un registre bon marché et tourna les pages. « Chambre 3, réservée à une Tracy Binôme » marmonna-t-il. « Enregistrement il y a 1 heure. » Corbin jeta un coup d'œil à Rucker. « Description ? » ?»« Je ne l'ai pas vu. Un gars a enregistré la chambre, a dit que c'était pour sa copine. »
Payé en espèces. Corbin retint un soupir. Vous avez des caméras? Ne fonctionne pas, bien sûr. Ils ressortirent sur le parking. La porte de la chambre 3 était fermée, les rideaux tirés. Aucun son. Ça pourrait être elle, dit Rucker. Ça pourrait être un piège. Corbin ajusta son micro et resta immobile, les yeux fixés sur la porte. Si c'est elle, elle nous observe déjà. Ne frappons pas, d'accord? Ils reculèrent vers le SUV. De là, ils effectuèrent une recherche sur les véhicules garés à proximité. Une plaque d'immatriculation fut renvoyée avec une étiquette temporaire délivrée 2 semaines auparavant en Alabama. Aucun propriétaire répertorié. Elle est ici, dit Rucker à voix basse. Mais si elle s'implique autant, c'est plus important qu'elle et quelques faux vendeurs, répondit Corbin. C'était la pensée qui les hantait tous les deux depuis l'épicerie. De retour d'A. N.S. le véhicule, Rucker envoya les images de la confrontation à l'épicerie à leur équipe des affaires internes, non par dépit, mais par nécessité. La vérité était que l'ingérence de Bellis n'avait pas seulement fait échouer une arrestation, elle avait exposé une faille dans la manière dont les départements fédéraux et locaux se coordonnent ou échouent à le faire. Trina y avait compté, elle avait profité du chaos et s'était échappée par l'arrière pendant que tout le monde était occupé à fanfaronner. « Tu te souviens de Montgomery » demanda Rucker soudainement. Corbin regarda. « Oui, l'opération coup de filet sur le chantier. Un officier a sauté la clôture avant que le filet ne se referme, et on a encore perdu toute l'équipe. » Corbin hocha la tête. C'était il y a presque 2 ans, et ça ressemble à la même chose. Ils ne parlèrent pas pendant 1 minute. Rucker fixa la chambre 3 à travers le pare-brise. Elle sait. C'est ainsi que nous opérons, dit-il. Elle ne se contente pas de fuir, elle réagit. Elle adapte ses pas à nos schémas. Elle observe les habitudes des forces de l'ordre en temps réel, ajouta Corbin. C'est pourquoi elle savait que Bellis n'était pas là pour elle, mais restait une menace. Tout cela prenait un sens tordu. Trina n'était pas qu'une simple escroc de seconde zone, elle s'adaptait, évoluait, et maintenant, elle les menait pratiquement par le bout du nez. Nous ne pouvons pas intervenir dans la chambre 3 sans mandat, dit Corbin. Et nous ne pouvons pas confirmer que c'est elle sans l'avoir. Rucker réfléchit un long moment. Attendons 30 minutes. Si rien ne bouge, nous enregistrons la scène et transmettons le dossier. Corbin acquiesça. Elle n'a pas fini, mais nous non plus. Ils observaient le motel en silence, 2 agents dans un SUV, pensant moins à cette nuit qu'au système qui ne cessait de se briser de l'intérieur. Car la vérité était désormais claire, Trina ne se contentait pas de passer à travers les mailles du filet, elle les utilisait. Le lendemain matin, une vidéo fit surface en ligne. Elle ne durait que 28 secondes, filmée verticalement avec des mains tremblantes et un son médiocre, mais elle n'avait pas besoin d'être cinématographique, elle racontait l'histoire assez fort. Dans la séquence, l'officier Trambellis se tient face à l'agent spécial Deshaun Rucker, leur voix mesurée mais tendue. Rucker n'élève pas la voix, ne jure pas, ne bronche pas, il reste simplement immobile et parle calmement tandis qu'un officier en uniforme conteste son autorité au milieu d'une allée de supermarché, près du beurre et des œufs. La légende disait, cet homme a appris plus à un flic par le silence que certains ne le font avec un signe. À midi, la vidéo avait dépassé les 60 000 vues. Les commentaires affluaient rapidement, pourquoi c'est toujours comme ça? Il a de la chance que ça ne se soit pas terminé par un drame. Le mec a gardé son calme, ça c'est de la force. On doit parler plus souvent de ce genre de comportement. Dans un bureau tranquille du centre-ville, le capitaine Rullement était assis devant la vidéo en boucle, le visage impassible, l'expression illisible. Il avait déjà lu le rapport de Bellis, examiné les journaux, et maintenant, en regardant ce fragment d'humiliation en temps réel partagé sur Internet, il comprenait exactement ce que cela signifiait. Pas seulement une mauvaise image, pas seulement une erreur ou une rupture. Il appela les affaires internes à 12h14. À travers la ville, Rucker était assis à son bureau, sirotant un café tiède tout en rédigeant sa déclaration officielle. Son écran affichait une capture d'écran de la localisation du téléphone jetable de Trina Delmore. Il la fixait, mais ses pensées étaient ailleurs. Corbin entra dans le bureau. La vidéo fait le tour, dit-elle en posant une clé USB sur son bureau. Les infos locales l'ont reprise. Tu es un mème maintenant. Rucker ne sourit pas, ça va, demanda-t-elle. Oui, dit-il. J'aurais juste préféré que ça n'arrive pas du tout.
Corbin tira une chaise. Nous avons fait notre travail, discrètement, légalement, mesurément. Nous n'avons pas forcé, nous n'avons pas dépassé les bornes. C'est ce que les gens devaient voir, surtout maintenant. Rucker hocha la tête. On a quand même perdu la cible. On la trouvera. Ils restèrent silencieux un instant, non plus seulement des collègues, non plus seulement des agents. Ils étaient à nouveau témoins de quelque chose qui était devenu bien trop routinier. Rucker finit par demander, « Tu penses que Bélis changera après ça ?» « Je ne sais pas, » dit Corbin, « mais je crois qu'il s'est vu clairement pour une fois. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. » Ils retournèrent à leurs écrans. Plus tard cette semaine-là, le téléphone jetable de Trina Delmore émit de nouveau un signal à Florence, en Caroline du Sud. Les agents locaux reprirent la piste. Une opération d'infiltration fut remontée, discrètement. ENT, soigneusement. Rucker et Corbin ne participèrent pas à l'arrestation, mais leurs empreintes étaient partout dans la préparation. Les dossiers qu'ils avaient rassemblés, les images que Donna du supermarché avait enregistrées, les relevés de plaques d'immatriculation, les angles de surveillance, tout cela joua un rôle. Lorsque Trina fut finalement arrêtée, elle avait 4 pièces d'identité, 3 téléphones jetables et un ordinateur portable rempli de fausses demandes de fournisseurs. Toute son opération, déguisée en fournisseur de produits agricoles, avait blanchi plus de 400 000 $ via de fausses transactions EBT. Elle ne revit jamais Rucker, mais il lut le rapport d'arrestation comme s'il s'agissait d'une affaire inachevée enfin mise par écrit. Bélis, quant à lui, acheva sa formation disciplinaire et fut réaffecté temporairement à des tâches administratives. Pas de suspension, pas de rétrogradation, mais une longue conversation avec le psychologue du département et l'obligation de suivre 3 mois de cours de désescalade. Personne n'appela cela justice, mais c'était quelque chose. La vidéo s'estomperait, comme toutes les autres, une autre entrée dans une archive grandissante d'incidents que les gens savaient réels mais auraient préféré moins fréquents. Pourtant, quelque chose avait changé, non pas dans les gros titres, mais dans les allées où les gens s'arrêtent et regardent juste un peu plus longtemps, où le silence ressemble à une déclaration, où une voix calme peut traverser le poids d'un agresseur comme du papier. Au final, la véritable histoire n'était pas celle de l'évasion de Trina ni de l'erreur de Bélis. Il s'agissait d'un moment, d'une pause au milieu d'un supermarché, lorsque le jugement a rencontré le professionnalisme et a perdu. Il s'agissait du pouvoir de la retenue, celle qui ne s'accompagne pas de gyrophares, mais de la connaissance de soi, même quand les autres ne vous connaissent pas. Et c'est une leçon qu'il vaut la peine de retenir, car chaque allée est un miroir, et tôt ou tard, nous devons tous nous y regarder. Si cette histoire vous a ému, vous a fait réfléchir ou vous a rappelé quelque chose qui doit changer, abonnez-vous. Ces histoires ne sont pas de la fiction, elles sont vécues, et plus nous en parlerons, moins nous risquons de les répéter.